Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Si je vous dis « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point », vous pensez d'emblée à Blaise Pascal. Ce génie du XVIIe siècle était un érudit en mathématiques, en physique et en philosophie. Mais ce n'est pas tout. Il était aussi un fervent catholique, presque mystique, qui a toujours tenté de faire dialoguer la foi et la raison. C'est l'histoire de Blaise Pascal et de la France aux prémices des Lumières que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Blaise Pascal, de raison et de spiritualité. Épisode 1, du charme discret des théorèmes. Nous sommes à Paris le 19 août 1662. Blaise Pascal vient de mourir. Les médecins finissent à peine de mouler son masque mortuaire qui immortalise un visage maigre et anguleux, un nez long un peu busqué et une bouche large aux lèvres fines. Le visage de l'érudit pourrait être celui d'un vieillard, mais l'absence de rides intrigue. Blaise Pascal n'a que 39 ans. On ne sait pas trop de quoi il est mort, mais au moins, son corps fragile ne lui cause plus de souffrance. En mettant ses affaires en ordre pour préparer l'inhumation de son maître, l'un des domestiques attrape son pourpoint. En pliant le vêtement, il sent quelque chose de solide dans la doublure. Il palpe. On dirait un objet qui mesure quelques centimètres. Il n'y a pas de poche pour accéder à cette chose. Si le domestique veut savoir ce que c'est, il doit découdre un morceau de la doublure du pourpoint. Après avoir défait quelques fils, il extirpe du tissu 2 petits morceaux de parchemin pliés. L'écriture est fine, difficile à déchiffrer, comme si le texte avait été écrit dans l'urgence. Le domestique déchiffre alors un texte qui le laisse sans voix. Blaise Pascal voit le jour en Auvergne, à Clermont, la future Clermont-Ferrand, le 19 juin 1623. Il est issu de la petite noblesse de robe, ça veut dire que sa famille vient du milieu des juristes et non de la vieille noblesse des chevaliers, la noblesse d'épée. Étienne, son père, est magistrat. Sa mère met au monde plusieurs enfants. Gilberte, Blaise et Jacqueline sont les seuls qui arriveront à l'âge adulte. Blaise est un bébé fragile et Étienne s'inquiète pour la santé de son unique garçon. Cet homme passionné de science aurait, dit-on, eu recours à une prétendue sorcière pour enlever le mal de son enfant. La vieille femme aurait théâtralement fait passer le mal du petit Blaise à un chat qu'elle aurait ensuite jeté par la fenêtre pour s'en débarrasser. Mais alors que Blaise grandit, c'est Madame Pascal qui s'étiole. Celle-ci meurt en 1626 alors que Blaise n'a que 3 ans. 4 ans plus tard, en 1631, le père de Blaise, qui est désormais veuf, décide de s'installer à Paris pour élever ses 3 enfants. À partir de cette date, Étienne Pascal décide de ne pas se remarier et de prendre en charge l'éducation de ses petits. Étienne est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un papa poule. Mais il faut dire que ses enfants sont une source de satisfaction. Ils sont supérieurement intelligents. Et ça se voit vite, ces choses-là. Gilberte, l'aînée, est la plus sage et elle seconde son père. Le petit Blaise, lui, n'arrête pas de poser des questions sur le monde qui l'entoure. Il veut tout comprendre. Il est sans conteste ce qu'on appellerait aujourd'hui un haut potentiel intellectuel, un HPI ou un surdoué si vous préférez, parce que son potentiel, croyez-moi, il va l'exploiter. La petite dernière, Jacqueline, n'est pas en reste. Elle montre très vite des aptitudes verbales exceptionnelles. Avant même d'avoir 10 ans, elle parle en vers qu'elle improvise comme s'il était naturel de s'exprimer en alexandrin. Mais c'est sur son petit Blaise qu'Étienne veille tout particulièrement. Il veut tout lui apprendre, mais chaque chose en son temps pour que les apprentissages soient faciles et agréables. D'abord, la grammaire, la mère du langage. Le latin et le grec, ça ne viendra qu'à 12 ans pour élever l'esprit quand les bases seront posées. Pour les mathématiques, c'est pareil. Étienne commence par lui apprendre les fondamentaux alors que Blaise a une 10aine d'années.
mais il enjoint son fils à ne pas s'occuper de problèmes de géométrie. C'est trop tôt. Sauf qu'Étienne, en amateur de sciences, possède des livres de mathématiques à la maison et que le petit Blaise les lit manifestement en cachette. Un jour, Étienne Pascal surprend son fils âgé de 11 ans à sa table de travail. Imaginez la scène. Blaise est en train de faire de la géométrie. Non, regardez bien. Il n'est pas en train de faire des petites figures toutes simples. Il est en train de démontrer la 32e proposition d'Euclide. Bon, alors ne comptez pas sur moi pour vous faire un cours de mathématiques. On va faire très simple. Euclide est un mathématicien du IVe siècle avant Jésus-Christ. Son principal ouvrage, Les Éléments, se compose de 13 livres. Les 6 premiers posent les bases de la géométrie plane, c'est-à-dire en 2 dimensions. Eh bien, notre petit Blaise, du haut de ses 11 ans, est en train de démontrer tout seul dans son coin la 32e proposition du livre premier d'Euclide qui traite de la somme des angles dans un triangle. Si, comme moi, vous avez oublié la teneur du théorème de Pythagore depuis que vous avez passé le brevet des collèges, je vous propose qu'on s'arrête là et qu'on fasse comme Étienne Pascal. Soyons époustouflés par la précocité de son garçon. Plus que ça même. Gilberte écrira plus tard dans la biographie qu'elle consacre à son frère, La vie de Pascal, « Mon père fut si épouvanté de la puissance de ce génie que, sans lui dire mot, il le quitta et alla chez monsieur le pailleur qui était un ami intime et qui était aussi fort savant. Étienne et son ami, ce monsieur le pailleur, se mettent donc d'accord sur un point. Il faut stimuler ce petit génie. Et à partir de là, Étienne donne à son fils les 13 tomes des éléments d'Euclide à lire pendant ses temps de récréation. Il semblerait que cette année-là, en 1634, le petit Blaise ait écrit un premier traité sur les sons. Cet enfant est stupéfiant. Pour lui donner la nourriture intellectuelle dont il a besoin, Étienne Pascal décide d'emmener son fils à l'Académie Mersenne. À cette époque, les académies n'ont rien d'officiel. Il s'agit de sociétés savantes où des vieux érudits se réunissent pour parler sciences, histoire ou lettres. Marin Mersenne est un religieux du couvent des Minimes qui se trouve alors juste à côté de notre actuelle place des Vosges, dans le Marais. C'est là qu'il tient son académie. Le niveau mathématique est assez élevé et Blaise s'épanouit parmi ces hommes qui passent leur temps à réfléchir. À 12 ans, il leur montre son essai sur les coniques, c'est-à-dire les figures géométriques en 2 dimensions qui forment des sections de cônes. L'assemblée est bluffée par les qualités intellectuelles de cet adolescent qui n'a jamais mis les pieds dans un collège. Sa réputation commence même à sortir de Paris et atteint les oreilles d'un certain René Descartes. Descartes a 25 ans de plus que Blaise Pascal. Il est déjà un mathématicien et un philosophe remarquable. C'est à lui qu'on doit le discours de la méthode et cette fameuse phrase « cogito ergo sum », je pense, donc je suis. Il est alors installé dans les Provinces-Unies, les futurs Pays-Bas, où il vit isolé pour pouvoir travailler en paix. Au début, Descartes méprise un peu ce petit singe savant dont on lui vante les travaux. Mais une fois qu'il les a lus, il se rend bien compte que le petit Blaise est un génie. Et tout ça, ce n'est qu'un début. À 18 ans, Blaise Pascal invente l'ancêtre de la calculatrice pour faciliter la comptabilité de son père. C'est la pascaline. Il va perfectionner son invention pendant 3 ans. Elle se présente sous la forme d'une boîte en métal en forme de rectangle. Elle comporte une série de disques dentelés dont les dents sont numérotées de 0 à 9. Chaque disque représente les unités, les dizaines, les centaines, etc. En tournant les différentes molettes, on peut faire des additions ou des soustractions. On peut même multiplier ou diviser en faisant plusieurs additions ou soustractions consécutives. Le roi Louis XIV offre un privilège au jeune Pascal. Il sera le seul à pouvoir produire et vendre des pascalines. Ça veut dire que la famille Pascal est dans les petits papiers du roi Soleil. Vous vous demandez comment c'est arrivé ? C'est simple, c'est grâce à Jacqueline, la petite sœur virtuose des lettres. Remontons un tout petit peu le temps. En 1638, soit 3 ans avant l'invention de la pascaline, Étienne Pascal a dû s'exiler sur ses terres pour avoir contesté des mesures fiscales imposées par le cardinal de Richelieu, qui est alors l'un des principaux ministres de Louis XIV.
Or, Jacqueline Pascal, du haut de ses 13 ans, était connue du tout Paris par sa capacité extraordinaire à composer des vers. C'est comme ça qu'elle s'est fait embaucher pour participer à une pièce de théâtre donnée en l'honneur de Richelieu. À la fin de la pièce, elle s'est assise sur les genoux du cardinal et lui a demandé, en alexandrin, de faire revenir son père d'exil. Évidemment, c'était si mignon, comment résister ? Richelieu a aussitôt rappelé Étienne Pascal et lui a donné un poste administratif en Normandie. Voilà pourquoi la famille Pascal était connue à la cour. Malgré son exclusivité sur la fabrication de la pascaline, Blaise ne parvient pas à en vendre beaucoup. Cette calculatrice coûte beaucoup trop cher pour plaire à des hommes qui savent très bien faire leur compte de tête. C'est donc un échec commercial, adouci par un joli succès d'estime dans le milieu des érudits. Mais peu importe, Blaise Pascal a bien d'autres sujets d'étude. Il s'intéresse désormais au vide. Je vais vous expliquer. À cette époque, l'adage « la nature a horreur du vide » est perçu comme une vérité absolue. Le vide n'existe pas. Il y a de la matière partout, même quand on ne la voit pas. À cette époque, dans plusieurs lieux différents en Europe, des pompes sont construites pour évacuer l'eau accumulée à cause d'inondations. Or, toutes les pompes n'arrivent pas à extraire l'eau au-dessus de 10 mètres 33. Ça laisse les érudits de l'époque sans voix. Le jeune Blaise Pascal émet alors une hypothèse. Et si la pression de l'atmosphère, la pression atmosphérique si vous voulez, empêchait les fluides de s'élever au-dessus de ces 10 mètres? Il y aurait donc des espaces vides qu'on ne peut pas remplir. Pour le moment, les théories de Blaise Pascal ne sont pas convaincantes. Alors, en 1646, il décide de reproduire une expérience réalisée 2 ans auparavant par le physicien italien Torricelli. Cet homme a imaginé un baromètre sous la forme d'un tube mesurant 1 cm² de diamètre, rempli de mercure, pour calculer la pression qui peut s'exercer sur ce fluide. Cette pression s'exprime aujourd'hui en torr, hommage à Torricelli. Mais Torricelli ne publie rien de très précis parce qu'il se méfie de l'Inquisition italienne qui n'aime pas beaucoup les scientifiques. Mais souvenez-vous, le procès de Galilée parce qu'il a soutenu que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse, c'était il y a 30 ans à peine. De fait, les travaux sur la pression atmosphérique en sont à leur balbutiement et Blaise Pascal peut refaire tranquillement les expériences de Torricelli chez lui en France. Mais il veut pousser plus loin ses raisonnements et prouver qu'une colonne d'air peut exercer un poids sur un liquide. Pour cela, il va mettre toute sa famille à contribution et faire une découverte étonnante. Pour découvrir la suite de ce récit consacré au génie Blaise Pascal, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit sur Blaise Pascal, le fils du magistrat auvergnat a montré une prédisposition évidente pour les mathématiques. Dès l'adolescence, il se fait remarquer pour ses travaux. Alors qu'il a une vingtaine d'années, il se penche sur une question délicate, l'existence de la pression atmosphérique. Épisode 2, la nuit de feu a ses raisons. Blaise Pascal a l'intuition que l'atmosphère exerce une pression sur l'eau. Si cette pression existe, elle doit être moins importante en altitude qu'en plaine puisqu'on y est plus près du ciel. Pour le prouver, il faut faire une expérience. C'est ce qu'il appelle l'expérience des liqueurs. Le 19 septembre 1648, Blaise Pascal demande à son beau-frère, le mari de Gilberte, d'emmener en présence de religieux et de savants un tube de Torricelli dans la montagne voisine de Clermont pour prouver que la pression atmosphérique est différente de celle que l'on peut mesurer en ville. Cette expérience va lui donner l'opportunité d'écrire un traité du vide 3 ans plus tard, en 1651. Pour Pascal, il n'y a pas de matière invisible qui flotte partout, mais bel et bien du vide. Évidemment, beaucoup de savants ne sont pas d'accord avec lui. Et il y en a un en particulier qui est en total désaccord. C'est René Descartes.
Les deux hommes se sont déjà rencontrés à Paris en 1647, alors que l'éminent mathématicien philosophe était de passage en France. Ce moment historique entre deux génies français a lieu au couvent des Minimes, près de l'actuelle place des Vosges. Les deux hommes participent en effet à l'Académie Mersenne qui se réunit à cet endroit. C'est Jacqueline, la petite sœur de Blaise et virtuose des Alexandrins, qui raconte l'événement à sa sœur Gilberte dans une lettre qu'elle lui a écrite. Pascal et Descartes ont discuté pendant 2 matinées des expériences de Torricelli et des conclusions de Pascal sur le vide. Il semblerait qu'à l'issue de cet entretien, les deux hommes soient toujours en désaccord sur l'existence du vide. Mais peu importe, la science avance tant qu'aucun consensus n'est établi, et c'est tant mieux. J'ai l'intuition qu'avec mes histoires de pression atmosphérique, vous pensez à la météo. Et vous avez raison. Aujourd'hui, en météorologie, la pression atmosphérique permet de définir les anticyclones et les dépressions. Si la pression est supérieure à 1013,25 hectopascales, il fait beau, le temps est calme. Si elle est inférieure à 1013,25 hectopascales, le temps devient instable et il y a souvent du vent et de la pluie. Lorsqu'on inventera l'unité de mesure de la pression atmosphérique au XXe siècle, on lui donnera donc le nom de Pascal en hommage à ses recherches. La pression atmosphérique mesure bien la pression exercée par une colonne d'air sur un point donné. Mais Blaise Pascal n'a pas inventé directement les préceptes de la météo moderne, alors fermons cette parenthèse si vous voulez bien. Les travaux de Blaise Pascal sur la pression et les fluides lui permettent d'être à l'origine d'inventions remarquables comme la presse hydraulique qui permet de soulever des objets très lourds grâce à la puissance de l'eau, mais aussi de la seringue. Blaise Pascal est animé par les recherches scientifiques et sa passion pour la raison. Il veut tout comprendre. Mais il reste malgré tout un homme de son temps dans une société où la religion est centrale. Un événement étonnant va bientôt pousser Pascal à réduire le temps qu'il consacre à ses recherches. En janvier 1646, Étienne Pascal, le père de Blaise, se blesse en glissant sur une plaque de verglas. Ces médecins sont des hommes très pieux. Ils font partie d'un courant spirituel qu'on appellera bientôt le jansénisme. Mettons notre récit sur pause si vous voulez bien. Il faut qu'on fasse un point sur le jansénisme. Alors rassurez-vous, ce sera un petit point. Le jansénisme est une doctrine religieuse qui apparaît au début du XVIIe siècle. Elle vient de l'évêque d'Ypres, une ville de l'actuelle Belgique nommée Cornelius Jansen. Celui-ci est l'auteur d'un livre intitulé « L'Augustinus » qui est une réflexion religieuse à partir des textes de saint Augustin, l'un des pères de l'Église dans l'Antiquité. Pour les adeptes du jansénisme, il faut revenir à la base du christianisme et réduire le pouvoir d'un clergé tout-puissant et très riche. Dieu seul accorde la grâce. Il s'agit de son aide divine, si vous voulez, une aide qui permet le salut de l'âme, c'est-à-dire l'entrée au paradis. En outre, chaque être serait prédestiné. En gros, Dieu sait déjà qui aura droit à la vie éternelle et qui sera refoulé par Saint Pierre, le gardien des portes du paradis. Mais même les élus de Dieu peuvent déchoir. Il faut donc vivre dans sa crainte perpétuelle. Vous l'aurez compris, les jansénistes ne sont pas des épicuriens. Ils prônent une vie stricte, ascétique même. Mais les plus sincères d'entre eux sont heureux dans ce dépouillement. La fréquentation de ces médecins jansénistes qui soignent leur père subjugue Blaise Pascal et sa petite sœur Jacqueline. D'ailleurs, cette dernière rêve désormais d'abandonner le théâtre pour devenir religieuse et consacrer sa vie à Dieu, mais son père le lui interdit. On est croyant chez les Pascal, certes, mais Étienne souhaite une vie plus riche de bonheur matériel à ses enfants. Qu'à cela ne tienne, Jacqueline entrera dans les ordres après la mort de son père. Mais ce n'est pas tout. Le jansénisme, comme la réforme protestante un siècle plus tôt, met en danger la puissance, la richesse et l'autorité spirituelle de l'Église catholique et du Saint-Siège à Rome. Les fers de lance de la lutte contre les jansénistes sont les jésuites, un ordre religieux fondé au XVIe siècle et entièrement dévoué au service du pape. C'est aussi un ordre d'enseignants à la tête de nombreux établissements scolaires. Or, les jansénistes commencent à ouvrir des écoles en ce milieu de XVIIe siècle. Si je résume, les jansénistes irritent le pape en prêchant pour une foi plus austère que lui et marchent sur les plates-bandes des jésuites.
Pour porter un coup fatal aux jansénistes, les jésuites épluchent le livre de Jansen et en tirent des extraits problématiques en rupture avec le catholicisme. Ces points sont soumis au pape qui les considère comme hérétiques. Les jansénistes doivent donc réfuter ces points de doctrine. Le cardinal Mazarin, proche de Louis XIV et Premier ministre d'État depuis la mort de Richelieu, exige que tous les religieux français suspectés de jansénisme signent le document du pape stipulant qu'ils condamnent eux aussi les aspects hérétiques de l'œuvre de Jansen. Mais les jansénistes refusent de signer ce document. Ils considèrent que le texte de Jansen a été trahi par les jésuites qui l'ont remodelé pour le rendre hérétique. Pendant que cette querelle janséniste monte et cause des troubles certains en France, Blaise Pascal, dans l'intimité de sa chambre à coucher, va vivre un moment exceptionnel. Nous sommes la nuit du 23 au 24 novembre 1654. Entre 10h30 et minuit 30, Blaise Pascal vit sa nuit de feu. C'est une sorte de transe mystique pendant laquelle le mathématicien est convaincu de l'existence de Dieu, de sa présence auprès de lui et de son amour. À l'issue de ces 2 heures d'extase, Blaise Pascal se jette sur sa table, attrape une plume et un parchemin et écrit à toute vitesse ces mots. Feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non! Des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ. Deum meum et Deum vestrum. Ton Dieu sera mon Dieu. Oubli du monde et de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile, grandeur de l'âme humaine. Suivent encore une vingtaine d'autres vers, tous plus extatiques les uns que les autres, qui parlent de joie, de renoncement et de soumission à Dieu. Cette nuit de feu est un événement central dans la vie de Blaise Pascal. Il s'en est ouvert à quelques proches, et pour garder un souvenir intime de ce moment, il insère une copie de son texte dans la doublure de son pourpoint. Et c'est précisément au milieu des années 1650, après cette nuit de feu, que Blaise Pascal réduit drastiquement ses activités scientifiques pour se consacrer à la spiritualité. Pour mieux comprendre cette démarche qui peut sembler étonnante, il ne faut pas oublier un paramètre. Blaise Pascal est un homme qui souffre physiquement. Il est fragile depuis l'enfance. Il a régulièrement de violents maux de tête et de problèmes gastriques. Plus il avance en âge, et il n'est pas bien vieux, il a la trentaine, plus ses douleurs sont importantes. Il ne se passe pas un jour sans souffrance physique. Pour les accepter, il se met dans cette logique spirituelle toute particulière. Le chrétien est un homme qui souffre. C'est donc la foi qui apaise les douleurs en leur donnant une raison salvatrice. La douleur élève l'âme du bon chrétien. C'est parce qu'il est bouleversé par sa nuit de feu et proche des jansénistes que Blaise Pascal suit leur persécution par l'État et le pape. Pour leur venir en aide, il publie les Provinciales entre 1656 et 1657. Il s'agit de lettres rédigées sous pseudonyme où il attaque les raisonnements des jésuites qui justifieraient une morale laxiste pour plaire aux puissants. Les Provinciales connaissent un succès de librairie. Elles sont cependant condamnées par les théologiens de la Sorbonne. Après le succès de son ouvrage polémique, Blaise Pascal se fait discret. L'entourage religieux de Louis XIV est composé de jésuites et il n'a pas envie de finir en prison. C'est sans doute aussi à cette époque qu'il commence à prendre des notes philosophiques éparses qui ont, entre autres thèmes, la religion et la raison. Blaise Pascal, le scientifique très pieux, arrive à faire dialoguer la foi et la logique de manière étonnante. L'érudit réunit ses pensées sur des grandes feuilles. Il les regroupe sous forme de liasses et les coud ensemble pour façonner une sorte de reliure rudimentaire. Mais ce n'est pas un livre à proprement parler, d'ailleurs ce n'est pas lui qui publiera ses pensées. Il meurt perclus de douleur en août 1662 à l'âge de 39 ans. On pense aujourd'hui qu'une tuberculose, un cancer de l'estomac, voire ces 2 maladies, auraient pu causer sa mort.
Ces réflexions sont publiées pour la première fois par l'abbaye de Port-Royal en 1670 sous le titre « Les pensées de M. Pascal sur la religion » et quelques autres sujets qui ont été retrouvés après sa mort dans ses papiers. C'est donc aussi après sa mort qu'un de ses domestiques trouvera le texte relatant sa nuit de feu cousu dans son pourpoint. Le texte est si important pour Pascal qu'il le recopie sur un parchemin et place les 2 exemplaires dans la doublure de son pourpoint avant de la recoudre. À chaque fois qu'il change de manteau, il transfère ses textes d'un vêtement à l'autre pour les garder avec lui. Le domestique questionne les proches de Blaise Pascal à ce sujet. Ceux-ci lui expliquent que l'érudit conservait ce texte sur lui pour se souvenir de ce moment. C'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui ce texte le mémorial. Ce mémorial est maintenant publié avec les pensées, même s'il n'en fait pas partie. Il est sans doute le texte le plus intime de ce scientifique génial pour qui la foi et la raison étaient liées. C'est la fin de ce récit consacré à Blaise Pascal. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et moi, sa plume et sa voix, j'ai raison d'avoir foi en mon équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Héloïse Bertil. À bientôt sur votre plateforme d'écoute préférée.